Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne de l'Atelier pour une nouvelle émission que je ne vous avais pas annoncée dans la vidéo de présentation. Il s'agit de la galerie. Je vous y présenterai mes différents projets artistiques, vous pourrez me voir dans le feu de l'action et ainsi assister à la réalisation complète de mes œuvres. Je ne vous cacherai rien, pas même mes repentirs ou mes échecs. Je préfère vous prévenir tout de suite, au moins pour le premier numéro de chaque projet, j'expliquerai pourquoi et comment l'idée de faire telle chose ou telle autre m'est venue. Sauf pour les peintures, je pense. C'est pourquoi tout épisode qui ouvrira un projet sera peut-être plus consacré à la partie réflexion, recherche, logistique, toutes ces choses qui ne paraissent pas évidentes au premier abord lorsque l'on contemple une œuvre, mais qui sont pourtant essentielles pour réellement la comprendre. Alors c'est parti! Aujourd'hui je vous présente un projet que je traîne depuis plus de 5 ans, mais qui me tient tout particulièrement à cœur, et pour vous expliquer pourquoi et à quel point, je me sens obligé de vous faire un petit aparté. Je suis un très grand fan de l'œuvre de John Ronald Reuel Tolkien. J'ai énormément de respect pour son travail. Imaginez qu'il a consacré sa vie entière à l'élaboration d'un monde si dense et si vaste qu'il me paraît réel. Cela force mon admiration et le place comme l'un de mes modèles incontestés et éternels. J'ai découvert La Terre du Milieu avec l'adaptation de Peter Jackson, comme beaucoup d'entre vous je pense, et ne me suis mis à lire les livres qu'en entrant au lycée. Si certains reprochent au film de Jackson l'absence de certains personnages présents dans le livre ou encore la répartition en 3 films du Hobbit, ce n'est pas mon cas. Je ne dis pas que je n'y vois aucun défaut, mais pour moi ce sont tous, sans exception, de grands films. J'admire le travail réalisé par Jackson et son équipe, les décors, les acteurs, la musique, la technique, l'investigation de chacun. Tout cela pour dire que je me suis mis à me renseigner sur tout l'univers de Tolkien et à collecter de ci de là certains objets. J'ai toujours aimé les miniatures, les décors surtout, et l'un de mes amis est passionné de modélisme. Il m'a initié au jeu de figurines de Games Workshop et j'ai commencé à collectionner toutes les figurines, mais pas seulement pour le plaisir des yeux, c'était également pour livrer bataille. Ce jeu a été en quelque sorte une révélation. Même si je m'y suis mis tard, pouvoir disputer de réelles guerres ou de petites escarmouches en faisant vivre les héros qui m'ont fait rêver sur grand écran ou entre les lignes des romans n'a pas été, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'aboutissement d'une envie, mais bien la porte ouverte d'une imagination sans bornes qui se liait à ma volonté de réunir le plus grand nombre de figurines. J'ai songé à des batailles immenses, telles que nous les voyons dans les films, avec des effectifs aussi conséquents que nous les voyons dans les films, des décors aussi hallucinants et convaincants que nous les voyons dans les films. Si vous les avez vus, il y a au sein de la première trilogie un volet qui a marqué un tournant dans l'aventure fantastique de la communauté. Au début présenté comme un voyage dans un monde de fantasy avec un enjeu certes aux effets lourds de conséquences pour ce monde, la saga passe avec les 2 tours à une fresque épique qui surpasse de loin et de manière flagrante la simple condition des hobbits. Et il y a dans ce film un événement qui m'a bien plus impressionné que le siège de Minas Tirith ou la chute de Sauron dans le Retour du Roi, la bataille du gouffre de Helm. Au-delà de toute admiration personnelle, l'ami qui m'a initié à ce jeu est un adepte des forces d'Isengard, de Saruman et de ses Uruk-hai. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu lui offrir cette bataille haletante. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Face à un projet de cette ampleur, je me suis tout de suite mis à établir des schémas et des plans sur papier millimétré. J'ai regardé un décompte une fois les 2 tours, les bonus, j'ai relu le chapitre en prenant des notes concernant la forteresse en elle-même, les forces respectives, je me suis appuyé sur des vues d'artistes, sur des essais d'amateurs et de professionnels, aussi bien dans le domaine des maquettes que dans celui des jeux vidéo. En voyant certaines œuvres, dont celle que Games Workshop a donné du gouffre, en carton, un peu fausse, plaquée et hasardeuse, cela a été mon impression, j'ai tout de suite exclu ce matériau en plus du papier et du polystyrène. Comme c'était pour mon ami, je ne voulais pas d'un décor fait rapidement, je voulais m'investir au même titre que l'équipe de Jackson, je voulais d'un décor aussi solide que notre amitié. Il me fallait un matériau dur qui donne la sensation de la pierre au toucher et dont on sentirait juste du regard la présence, la consistance. J'optais pour de l'argile que je laissais sécher, c'était certes un peu lourd mais cela résisterait néanmoins au temps. Le matériau choisi, la difficulté résidait dans le fait de restituer le plus fidèlement possible l'aspect qu'Alan Lee, John Ho et leur équipe ont donné à la forteresse de Fort-le-Corps dans les films, tout en respectant la description de Tolkien. À ces 2 sources, il fallait également rendre le décor praticable pour des figurines qui reposent sur un socle rond. Des vues d'ensemble en passant par de très nombreux arrêts sur image m'ont aidé à concevoir la forteresse dans son intégralité. Un peu plus d'1 mois de travail a été nécessaire pour cette seule partie où j'ai dû prévoir également l'environnement de la forteresse en tenant compte de la distance que peut couvrir nos bras pour atteindre les figurines et les déplacer. Car oui, le projet s'est révélé prenant. Si je n'avais pas l'intention de mettre 10 000 Uruk-hai sur la table comme cela est expliqué dans le film, je voulais néanmoins que le décor accueille une armée imposante. Il fallait pour cela disposer d'un espace suffisant pour donner cette illusion.
Mais le fait est que l'ensemble de la forteresse était trop long et trop large. Impossible pour qui que ce soit d'atteindre une figurine au milieu, par exemple, sans risquer de tout détruire. J'ai donc dû décider d'un compromis et diviser la maquette en 2 parties. Le bastion, corps principal circulaire de la forteresse, qui accueille la salle du seigneur, mène aux cavernes scintillantes et qui n'est accessible que par la jetée. Un vaste complexe d'arcs, de voûtes, de marches, de roches et de tours. Et le mur, qui est le rempart que les Uruk-hai assaillent en premier et qu'ils font exploser en mettant de la poudre sous le ponceau, une sorte d'égout qui laisse passer une petite rivière qui serpente dans la vallée. Pour de multiples raisons, pratiques et surtout de taille et de hauteur, j'ai pris la décision de me concentrer seulement sur le mur en attendant de pouvoir faire un jour le bastion. Pour que l'on puisse la transporter et la ranger facilement, j'ai conçu l'ensemble de la maquette en portions qui s'imbriquent aussi bien dans le sens de la longueur qu'en hauteur. Cela permet également de ne pas réaliser tout d'une traite et de me donner une limite de temps, ne serait-ce que pour permettre à l'argile de sécher et de repartir, moi, sur de bonnes bases avec un esprit reposé. Dans un premier temps et surtout pour me familiariser avec le matériau, j'ai réalisé, avant même les premiers plans de la maquette, un mur aux pierres très inégal qui reposait sur du carton-plume. Mais je me suis vite rendu compte de l'inefficacité de la base qui se pliait, se craquait ou s'affaissait avant même d'atteindre le quart de la hauteur souhaitée, ainsi que de la complexité de réaliser des pierres si différentes et de les agencer dans un espèce de puzzle tortueux. Ce premier échec a été utile car il m'a permis d'écarter rapidement le carton-plume et d'expérimenter l'argile, de découvrir l'essentiel de ses propriétés, comment sèche-t-elle, en combien de temps, etc. Suite à cette étape, l'uniformisation des pierres a suivi. Pour ne pas frotter et ainsi user le matériau à mesure qu'on le manipule, chaque portion de rempart a reposé sur un support en bois aggloméré découpé à partir de 7 planches qui provient d'un meuble, en l'occurrence l'ancien lit de ma petite sœur. Merci Nat. Assez épaisse, très légère mais solide, cela faisait un support idéal qui ne rajoutait pas de poids à la maquette, et qui ne s'affaissait pas non plus sous celui de l'argile. À ces surfaces lisses, il me fallait ajouter une tranche de carton intermédiaire pour que cela adhère mieux afin d'y recevoir l'argile et pour abîmer le moins possible les supports. De la colle à bois extra forte a servi. Le travail a pu véritablement commencer à partir de ce moment. Je me fixais des objectifs comme monter jusqu'au 3e niveau de pierre, aller jusqu'à la tourelle de commandement, tout en redoutant de m'attaquer au point névralgique du mur et en repoussant toujours à plus tard sa construction. Le fait est que je suis très difficile lorsque je crée, raison pour laquelle je détruisis systématiquement tout ce que je faisais dans l'optique de faire toujours mieux la prochaine fois. Tantôt parce que les pierres n'étaient pas droites, soit parce qu'elles ne suivaient pas précisément les plans. Avec le recul, je pense que ces excuses étaient plus un prétexte pour me faire oublier la véritable raison. Ces remaniements successifs m'ont progressivement incité à reconsidérer le ponceau et à affronter toutes mes questions. Comment devais-je réaliser la voûte? La faire une pierre après l'autre comme le mur? Ou plutôt d'un bloc? Devais-je au préalable réaliser une sorte de patron? Ou intégrer une armature pour la faire résister au poids qu'elle aurait à soutenir? La grille me posait d'autres soucis. Comment l'intégrer dans la voûte? Devais-je la réaliser en métal et à partir de quoi? Je ne pouvais y répondre qu'avec le seul secours de la théorie. Je prenais donc un morceau de bois et décidai d'y dessiner la grille. Bien que carré, je comptais tailler cette pièce avec un scalpel par la suite pour en arrondir chaque barre. Mais en la coupant et en réalisant des baguettes si fines pour ce matériau, une partie a fini par s'arracher. Puis je me suis tourné vers de simples trombones, assez gros, que j'ai détendus et sectionnés net. J'avais finalement ma grille, en pièces détachées certes, mais prête à attendre la voûte et surtout en métal, le ponceau. C'était pour moi la partie la plus sensible de l'ensemble que je devais affronter avant même d'avoir réalisé les choses les plus simples, puisque pour schématiser, le ponceau coupe le mur en 2. Il est assez élevé pour que les 2 sapeurs Uruk-hai passent en dessous, ce qui suggère que la voûte est aussi haute que la seconde assise de pierre, et par conséquent l'épaisseur des pierres qui la composent la faisait même atteindre le 3e niveau. Autrement dit, les 3 premiers étages de pierre étaient affectés. Donc je ne pouvais pas simplement faire pierre après pierre tout le long du mur pour m'arrêter et reprendre de l'autre côté, il fallait que toutes les pierres soient au même niveau. Et je devais les faire suivant la voûte, puisque les plus proches sont taillés pour épouser la forme de celle-ci, naturellement. J'ai donc convenu de réaliser le ponceau malgré toutes mes craintes et mon inexpérience. L'idée était de réaliser le ponceau sans le fixer complètement, mis à part les pierres de base, et de partir de part et d'autre jusqu'à la 3e assise. En premier lieu, j'ai réalisé le dessin sur le carton même, en tenant toujours compte du socle des figurines. Puis j'ai réalisé les bases qui allaient accueillir la voûte. Vous pouvez voir que j'avais également prévu des espèces de piliers situés dans le mur, donc que nous n'aurions jamais vus, qui auraient renforcé la structure et aidé la voûte à soutenir les 7 assises de pierre et les merlons situés au-dessus d'elle.
Cette mesure a été finalement abandonnée sur le moment. Cette étape passée, j'ai découpé la partie cartonnée avant de creuser dans le support lui-même de manière inégale. Les premières barres ont été placées, puis j'ai réalisé d'un seul tenant la voûte avec cet élément en guise de patron. Avant que l'argile ne sèche, je l'ai incisé pour dessiner et feindre un assemblage de pierres, même si l'on ne verrait jamais ces détails. De l'autre côté, j'ai enlevé ce qui correspondait aux pierres les moins engagées afin de m'aider à réaliser la seconde partie de la voûte, celle qui accueillerait la grille. Je voulais réaliser celle-ci une fois la première partie sèche, y pratiquer les mêmes incisions de pierres feintes et planter les barreaux de la grille avant qu'elles ne durcissent. Si je creusais directement dans le support, c'était pour y mettre de l'argile ocre et la façonner en suivant les irrégularités pour donner du relief, mais aussi pour intégrer des petits cailloux plus ou moins gros qui, à l'échelle des figurines, passaient pour de grosses pierres. Tout se réutilise. Je vous ai déjà parlé de mes tentatives avant de réaliser le ponceau, il y en a eu beaucoup. Et de ma tendance à détruire systématiquement ce que je faisais. Eh bien en fait, je prenais les pierres que je trouvais disgracieuses ou abîmées, pour ainsi dire toutes, et je les ai cassées et broyées avec un marteau. J'ai ainsi obtenu de la poudre que je faisais parfois très fine ou grossière. Cela m'est apparu comme des gravats ou des cailloux à l'échelle des figurines, et j'ai ainsi décidé d'utiliser cette poudre pour recouvrir l'argile ocre qui composerait l'ensemble du terrain. Donc, avant que l'argile du ponceau ne sèche, j'y ai déposé quelques résidus de poudre. Le lit de la rivière a été ainsi obtenu. Il ne manquait plus qu'à peindre le lit de la rivière, du coup, et le plafond du ponceau, car une fois fixé, tous deux auraient été inaccessibles. Je ne vous cache pas qu'à ce stade, ça a été un soulagement d'avoir réalisé le ponceau de façon aussi simple. Le plus dur a été de me lancer en fait, mais les choses n'étaient pas tout à fait finies. Le ponceau est la partie du mur que l'on voit le plus près dans le film. Chaque fissure ou aspérité de la pierre était présente dans mon esprit, surtout dans la scène où les deux sapeurs s'engagent en dessous pour déposer les bombes. Avant de passer à autre chose, je me suis appliqué à reproduire du mieux que je pouvais les motifs des pierres à l'aide de mon scalpel et de quelques limes. Je n'avais aucune idée de la façon dont réagirait la voûte une fois que j'aurais posé le mur étage après étage sur elle, mais j'ai été retenu par cette étape si longtemps que je n'envisageais plus qu'à avancer. Je venais de réaliser l'étape que je redoutais le plus, l'optimisme était ambiant, et je me suis naturellement tourné vers les escaliers, d'autres parties spécifiques en somme du mur. L'objectif était de réaliser toutes ces parties spécifiques pour n'avoir plus qu'à assurer la longueur de l'édifice. Cela a été la partie la plus plaisante de l'œuvre, où je commençais vraiment à ressentir une avancée, véritablement. Dans un élan de motivation, j'ai commencé à entamer les autres escaliers, mais je les ai vite délaissés pour réaliser la base de la tourelle de commandement. La difficulté résidait dans le fait de reproduire cette forme, mais rien de comparable à la voûte du ponceau. Cette fois, j'étais complètement lancé, tous les éléments étaient en place pour que je puisse élever le mur de façon conséquente. J'arrivais au deuxième niveau, au troisième, au quatrième, et je commençais à apercevoir la mi-hauteur de l'ensemble. Mais le projet a été stoppé suite à un événement extérieur. Nous recevions mon cousin, âgé seulement de 6 ans. Oui, vous le voyez venir. Et alors que je le laissais seul dans ma chambre, il en profita pour toucher le mur et jouer avec, mais de façon brutale. Tout ce que j'avais fait, les étages supérieurs de la tourelle de commandement, les débuts d'escalier et l'ensemble du mur, tout cela était devenu inutilisable. Oh, je ne lui en veux pas. Il était bien trop jeune pour comprendre, pour mesurer tout ce que j'avais fait et depuis combien de temps je le faisais. Il voulait juste s'amuser, j'imagine, et à son âge, cela aurait été ma seule intention également. Mais cet accident m'avait démoralisé. Tant d'heures et d'années passées sur ce projet pour le voir s'écrouler si brusquement et de manière si stupide. Depuis l'incident, je laissais le projet dépérir et s'évanouir tant et si bien que le ponceau, la seule partie qui me restait de miraculeusement, se mit elle aussi à se détériorer. Il ne restait alors plus que les débris d'un rêve.